Je me demande s'il y a des créatures encore plus folles qui nagent au fond de l'eau. Qu'on connaît pas encore, je veux dire. C'est presque sûr, non? Après tout, on a exploré seulement 5% des océans. Mais c'est vrai cette info? Enfin, on connaît quand même pas mal d'espèces aquatiques, puis l'invention du sonar, ça commence à dater. Bah, on a qu'à vérifier. Allô, Matar? Ouais, on a besoin d'une brigade d'exploration. Ils sont déjà en route. Voilà les infos qu'on a pu collecter. Déjà en 1950, l'océanographe Maritar révolutionnait notre connaissance des océans en produisant les premières cartes de fond marin. C'est grâce à elle qu'on a su que sous l'eau, il y avait des montagnes ou des crevasses. Et en 70 ans, on n'a fait aucun progrès? Si, justement, ça va décevoir les fans de mystère, mais ce chiffre de 5%, il est faux. Pendant longtemps, 5% ça faisait référence à la quantité de sol marin cartographié de manière très précise, aux standards modernes. Ça n'a jamais voulu dire qu'on avait aucune idée de ce qu'il y avait dans 95% des océans. Mais maintenant, c'est même plus le cas. Depuis 2017, le projet Seedbed 2030 s'est donné la mission de produire une enquête complète des fonds marins. Au moment où sort cette vidéo, on est déjà passé de 5 à 25%. Plus de 90 millions de kilomètres carrés de données. Donc la bonne phrase, c'est plutôt on a exploré seulement 25% des océans. Là encore, c'est carrément réducteur. Qu'est-ce qu'on fait de nos connaissances sur les poissons, les courants marins, la composition chimique de l'eau, la flore aquatique? La vérité, c'est qu'on connaît beaucoup de choses, mais pas tout. On est arrivé. La preuve, chaque année, on découvre des centaines de nouvelles espèces. Au total, on en a répertorié environ 250 000. C'est pas mal, sauf qu'on estime qu'il y en aurait plus de 2 millions. La plupart des animaux marins nous sont bel et bien inconnus. Qui sait quels secrets ils nous cachent? Par exemple, en 2023, on a eu le droit à un record du monde. Une espèce filmée et capturée dans la fosse Izu Kozawara à plus de 8000 mètres de profondeur. Après 15 ans de recherche. Donc, il y a des images du monstre. Attention, accrochez-vous bien! En fait, il est plutôt mignon. Je me demande comment ils font pour survivre sans être écrasés par la pression. Excellente question, Saito. Leur plus gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun gaz dans leur corps. Nous, c'est pour ça qu'on imploserait direct. Ils ont aussi des molécules qui stabilisent les protéines de leur organisme, ce qui aide à neutraliser la pression. Mais le plus génial, c'est comment ils se passent de soleil. En gros, ils utilisent l'énergie libérée par les réactions chimiques qui se déroulent dans les fonds marins. On appelle ça la chimiotrophie. Oui, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Les fonds marins sont bel et bien remplis de secrets. Les mystères non résolus des océans. Saito, t'as déjà entendu ça? Il paraît que chaque année, au printemps et à l'automne, un son retentit dans l'intégralité de l'océan Pacifique. Et on n'a aucune idée de ce que c'est. Ah, l'Upsweep. La première fois qu'on l'a entendu, c'était en 1991, enregistré par l'Agence américaine d'observation océanique. Depuis, on a élaboré tout un tas d'hypothèses sur son origine. Des champs de baleines, une activité sismique ou volcanique, mais on n'a jamais clairement identifié ce qu'il provoquait. On connaît même sa localisation. C'est ici, entre l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Le truc, c'est qu'il est très profond et isolé de tout. Donc c'est difficile d'aller enquêter sur place. D'ailleurs, il a l'air de faiblir un peu plus chaque année. Mais comment l'a découvert à la base? Ça, c'est grâce aux Américains. Pendant la guerre froide, ils ont tapissé leurs côtes de sonars et d'hydrophones pour identifier les sous-marins russes. Puis une fois le danger réduit, ils en ont fait profiter les scientifiques. Sous l'eau, le son se déplace 4,4 fois plus vite que dans l'air. Mieux, s'il est de basse fréquence et émis à certaines profondeurs, il peut se retrouver coincé dans une sorte de tunnel sonique sous-marin. En gros, dans l'eau froide, le son ralentit. S'il a une trajectoire oblique, il va atteindre l'eau chaude, accélérer, puis retourner dans la zone froide, jusqu'à atteindre une nouvelle zone chaude. Il peut rebondir comme ça sur des milliers de kilomètres en perdant très peu d'énergie. Tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on a découvert sous l'eau tout un tas de bruits plus étranges les uns que les autres, sans vraiment comprendre d'où ils venaient. Pendant des années, ça a alimenté des théories farfelues. Par exemple, ça. Désolé là, mais c'est juste une bulle, hein. J'ai déjà entendu Maxou faire pire quand il prend un bain. Alors, je te l'accorde, comme ça c'est pas hyper terrifiant. On dirait un son que n'importe quel animal marin peut faire. Sauf que quand on l'entend en 1997, son amplitude est démesurée. Il est capté sur plus de 5000 km à la ronde. Aucun être vivant ne produit un son pareil. Dans la tête des gens, c'était la preuve qu'il y avait des monstres au fond des océans. Sauf qu'avec le temps, et à force d'enregistrer des sons similaires, on a compris que c'était juste un iceberg qui s'est fendu. Donc c'était juste une grosse bulle. Oui, mais des sons mystérieux, on en a d'autres. Lui, on l'appelait Julia. Ça, c'est sûr que c'est un monstre. Ah non, bon, cette fois encore, c'est un iceberg, mais qui s'échoue. Lui, alors. Encore un iceberg? Bon, ok, mais lui, c'est un monstre marin quand même.
Vraiment? Je suis désolé. Qui l'eût cru? Les icebergs c'est gros et ça fait du bruit. Ce qui joue avec notre perception, c'est aussi qu'on écoute des versions accélérées des sons. Parfois ils durent plusieurs minutes, forcément c'est moins impressionnant. Il y a quelques-uns qu'on n'a pas encore expliqués, mais un suffisamment bizarre pour que l'hypothèse la plus probable ce soit le Kraken. La vérité c'est que bien souvent, quand on tombe sur quelque chose d'étrange dans les fonds marins, on s'en fait des films. T'as déjà entendu parler de l'anomalie de la mer Baltique. En 2011, un groupe de chercheurs de trésors scanne les fonds marins à la recherche d'épaves. Avec leur sonar, ils tombent sur ça. Une grande structure circulaire de 60 mètres de diamètre déposée au fond des océans. Tout le monde a sa petite théorie. Pour certains, c'est une météorite, d'autres l'entrée de l'Atlantide ou encore un vaisseau alien. Perso, je trouve qu'on dirait le Faucon Millennium. Oui, carrément. Star Wars, c'est réel en fait. D'ailleurs, c'est presque le plus crédible, parce que figurez-vous que l'année suivante, les chercheurs y retournent dans l'espoir de faire de meilleures images. Mais là, incroyable, quand ils s'approchent de la structure, tous leurs appareils électroniques s'arrêtent. Impossible de prendre des photos. C'est pas de bol quand même. Ils vont ramener des échantillons, rien de spécial. Est-ce que c'est juste une formation rocheuse un peu bizarre, ou est-ce qu'ils ont tout inventé juste pour faire du bruit? Peu importe, l'histoire a fait beaucoup parler les journaux, pas trop les scientifiques. Ouais, mais ce genre de légende c'est plutôt courant en fait. Ma préférée c'est celle de l'antenne Deltanine. Regarde cette photo, elle a été prise à 4000 mètres de profondeur par un navire océanographique. J'avoue que c'est bizarre, on dirait un poteau électrique. Tout un tas de gens étaient convaincus que c'était une machine extraterrestre ou un projet ultra secret. Vous savez ce que c'était en vrai? Une éponge. Les petits bras là, c'est rempli de crochets et ça lui sert à attraper des crustacés. À croire que le plus grand mystère des océans, c'est pourquoi les gens imaginent n'importe quoi dès qu'il y a un truc un peu bizarre sous l'eau. Quel monstre se cache réellement dans les abysses? Imaginez, vous êtes en train de faire de la plongée avec vos amis quand tout à coup vous tombez sur ça. Osez me dire que vous allez pas être pris de panique. Un immense œuf gélatineux de la taille d'un être humain. Enfin, plutôt des œufs, parce qu'il s'agit en réalité de poches remplies de milliers d'œufs de calamars. Des calamars géants du coup, vu la taille du machin. Même pas, des espèces de 30 ou 40 cm peuvent en pondre. Mais si vous connaissez pas la vérité, l'imagination prend le relais. Tombé là-dessus au XVIe siècle, vous êtes convaincu qu'il y a des serpents de mer géants qui pondent sous l'eau. J'ai pas choisi le XVIe siècle par hasard, c'est à cette époque qu'est publiée la Carta Marina, une des premières cartes détaillées des pays nordiques. On y voit la Suède, la Finlande ou même le Danemark, mais surtout, et ça c'est ce qui nous intéresse, les mers sont remplies de créatures monstrueuses. Regardez, pour faire la route entre la Norvège et l'Islande, faut au minimum se battre contre un serpent géant et 3 tortues démoniaques de la taille d'un bateau. Si vous voulez esquiver par le nord, il y a un lion monstrueux avec des tentacules qui se bat contre un tigre poulpe à dents de sabre. Croyez-le ou non, mais cette carte, elle va faire référence. D'abord parce qu'elle a été dessinée par un archevêque suédois, mais aussi car elle sera complétée d'un ouvrage sur l'histoire et la culture des pays nordiques, l'histoire des peuples du Nord. Ça rendait le tout très sérieux, surtout que notre cartographe, son but c'était pas de tromper tout le monde, juste de faire un inventaire des connaissances de son époque, un mix entre religion, mythologie et légendes régionales, certainement entretenues par des marins ayant vu sous l'eau des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais depuis le temps, on a pu vérifier. Il y a peut-être même certaines histoires qui ont un fond de vérité. Si on se penchait sur quelques créatures mythiques et emblématiques de nos abysses pour voir ce qu'on sait réellement d'elles. Le serpent de mer. Vous serez peut-être étonné de savoir que sa légende, elle commence à dater. On peut la retracer au moins 2000 ans dans le passé. Strabo, un géographe et historien grec, raconte qu'une fois échoué sur le rivage, il est si grand et si épais que des cavaliers placés de chaque côté de son cadavre ne peuvent pas se voir. Ses écailles sont plus grandes que des boucliers, et la bouche ouverte, il peut avaler un homme avec sa monture. Il y a de quoi vous terrifier pendant quelques millénaires. D'ailleurs, on va en voir naître d'autres versions. La plus célèbre, c'est certainement celle issue des poèmes scandinaves et de la mythologie nordique, Jormungandr. Pas étonnant qu'on le voit sur la carte de Magnus. Dans son livre, il en donne même une description précise. Il fait 60 mètres de long pour 6 mètres de large, vit dans les roches et ne sort que les nuits d'été pour chasser. Mais surtout, il a une barbe. Retenez ça, c'est important. Plus récemment, entre 1817 et 1819, sur la côte de la ville de Gloucester, aux USA, des dizaines de personnes vont se mettre à voir des serpents de mer. Marins, charpentiers, militaires, même un équipage entier, tellement convaincus de l'avoir croisé qu'ils lui ont tiré dessus et l'ont pourchassé. Mais les enquêtes n'ont jamais permis de l'attraper, juste d'avoir son portrait robot. Saito, ça ressemble à quoi un portrait robot de serpent de mer? Ah ça.
Mon anecdote préférée, c'est celle de l'Hydrarchos, un squelette géant exposé à New York en 1845. 35 mètres de long pour plus de 3 tonnes et demie. À en voir les dessins, ça devait être impressionnant. Enfin la preuve de son existence. Sauf que c'était un faux, assemblé à la main à partir d'ossements de tout un tas d'animaux, y compris des baleines préhistoriques. Alors, d'où est-ce qu'ils peuvent bien venir ces serpents de mer? En fait, il y a plein de possibilités. D'abord, sous l'eau, on trouve tout un tas de créatures qui ressemblent plus ou moins à ça. Les murènes par exemple, les anguilles, même un gros concombre de mer, c'est un peu flippant. Mais ils sont pas assez grands pour tout expliquer. Comment ça, un concombre de mer c'est flippant? Ah ok, j'ai rien vu. Une théorie que j'aime bien, c'est le régalec, le roi des harengs, le plus gros poisson osseux du monde. Au Japon, on lui attribue même des pouvoirs surnaturels, comme le fait que son apparition prédise les séismes. Quand faut se mettre à 15 pour le porter, pas besoin d'imaginer à quoi ça ressemble sous l'eau. Puis, regardez ses nageoires de couleur vive. On dirait un peu un collier de barbe, non? Il a une barbe. Retenez ça, c'est important. Aucun doute qu'après être tombé dessus en mer ou échoué sur la plage, vous avez des histoires à raconter à la taverne. Pourtant, ça explique pas tout. Les régalecs, c'est grand, mais pas suffisamment pour dévorer un homme et son cheval. Non, là, faut certainement aller chercher du côté des baleines. On l'oublie facilement parce qu'on n'en croise pas tous les jours, mais une baleine bleue, c'est plus de 20 mètres de long. 2 bus mis bout à bout. Quand on est en mer, sous l'eau, c'est juste une ombre terrifiante. Mais imaginez qu'elle vienne s'échouer sur la plage à côté de chez vous en -100 avant Jésus-Christ, sans jamais en avoir vu une sur internet. Il y a de quoi paniquer. Vous avez vu la taille de sa bouche? Elle pourrait peut-être vous gober. Même si vous savez à quoi ça ressemble, avec la décomposition, ça passe pour un monstre horrifique. Parfois, elles peuvent même être déformées par le gaz qui s'accumule à l'intérieur. Franchement, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ceux qui ont un peu exagéré leur description? Le Kraken. À travers l'histoire, Kraken ça a été utilisé pour décrire plein de choses terrifiantes, du crustacé au serpent géant, un gros mélange de légendes ou de monstres différents. Mais la vision moderne qu'on en a, c'est-à-dire une créature immense avec des tentacules gigantesques qui peut couler des navires, elle s'est dessinée plutôt récemment. Au XVIIIe siècle, l'évêque danois Pontoppidan le décrit, il fait plus de 2 km de long, se réchauffe au fond de l'eau grâce aux flammes de l'enfer, capable de faire sombrer les plus gros navires de guerre. Ou encore en 1801, le naturaliste français Pierre-Denis de Montfort qui publie l'une des illustrations les plus célèbres du poulpe colossal. Dans son ouvrage, il fait un vrai travail d'investigation, analyse tous les récits et témoignages qu'il peut trouver, que ce soit les légendes de marins, les travaux d'autres naturalistes, ou même des textes remontant à la Rome antique. Vous avez par exemple, vers 70 avant Jésus-Christ, le général romain Lucullus. Ces hommes ont tué un poulpe dont la tête était aussi grosse qu'un tonneau de 12 amphores, et ses bras mesuraient 30 pieds de long. Toutes ces personnes qui affirmaient depuis des siècles voir sortir des monstres de l'eau, pour lui c'est la preuve absolue de l'existence de céphalopodes gigantesques. Il les sépare même en 2 catégories, les poulpes colossaux, malfaisants, volant de la nourriture, tuant des marins, faisant couler des bateaux, dans des flottes entières quand ils se réunissent, et les poulpes kraken, les plus grands êtres vivants de notre planète qui causent des accidents involontairement en remontant à la surface. Le Kraken, là, ça ressemble quand même beaucoup à une version romancée d'un truc qui existe bel et bien dans nos océans. Oui, le calamar géant. Vous le connaissez sûrement tous, les plus grands spécimens étudiés mesurent entre 12 et 13 mètres de long. C'est genre une demi-baleine bleue, ou 3 girafes, comme vous préférez. Pas étonnant que ça impressionne quand on connaît pas, par contre, c'est pas des animaux rares. Ils sont difficiles à étudier à cause de la profondeur à laquelle ils vivent, mais on peut grossièrement imaginer leur population en analysant l'estomac des grands cachalots qui en consomment régulièrement. Selon les estimations, ils sont des dizaines, voire des centaines de millions. Normal qu'on en croise de temps en temps proche de la surface. Il y a aussi une autre espèce que vous connaissez sûrement moins, le calamar colossal. Alors il a beau ressembler aux géants, c'est des espèces bien différentes, ils pèsent facilement 2 fois plus et ont les yeux les plus grands du règne animal, jusqu'à 27 cm de diamètre. Pour l'instant, on n'a jamais encore trouvé de spécimen qui dépasse le calamar géant en termes de longueur, mais certains spécialistes pensent que c'est possible. Ça reste une espèce moins connue, on a repéré à peine plus d'une dizaine de spécimens entiers. Les créations maudites. Eh, t'en penses quoi de ça? Bah c'est horrible. On les appelle des Jenny Aniver, créatures mythiques, démons des océans. Ou alors ce sont des dragons momifiés ou des sirènes. En fait, leur origine dépend surtout d'à qui tu souhaites les vendre. C'est juste des raies séchées et modifiées pour leur donner une apparence terrifiante. L'objectif, c'était de les vendre à des gens crédules ou des marins à la recherche d'histoires à raconter. D'abuser du mythe du monstre. Des créations du genre, on en a des tas d'exemples. Vous avez les évêques marins, des poissons merveilleux ressemblant à des humains habillés en évêques. La légende veut que le premier spécimen ait été offert au roi de Pologne, avant d'être finalement rejeté à la mer.
franchement, j'aurais fait pareil. On a eu le droit à des tas de dessins et représentations du poisson plus ou moins fantasmés. Mais pour beaucoup, il y a de grandes chances que ça soit encore un fake. Peut-être même une autre version de la raie, vu que son museau ressemble un peu à un chapeau religieux. Plus terrifiant, on a les sirènes des Fidji. Une tête et un torse de bébé singe cousu à la queue d'un poisson, le tout complété avec du papier mâché pour lui donner un côté momifié. Certainement fabriqué au Japon au 19e. Elles sont particulièrement connues parce qu'en 1842, un businessman américain, Phineas Barnum, en a acheté une avec l'intention de l'exposer dans son musée pour attirer plus de monde. Même s'il avait certainement compris que c'était un faux. Pour en faire la publicité, il va monter tout un stratagème. D'abord, demander à son avocat de se faire passer pour un docteur réputé, puis envoyer des lettres à des tas de journaux pour leur dire que ce fameux docteur avait en sa possession un objet extraordinaire. L'avocat voyage alors dans tout le pays, montre la sirène à quelques personnes triées sur le volet, jamais très longtemps. Ça y est, la machine est lancée. Tout le monde veut savoir à quoi ressemble la créature. Ils vont même aller jusqu'à créer un faux conflit entre eux, comme quoi le docteur refusait d'exposer la momie au musée. La hype était à son comble. Puis une fois exposé, il présentait des sirènes bien classiques sur sa brochure pour surprendre son public. Un vrai spectacle. Ça va encourager tout un tas de gens à faire pareil, créant des sirènes des Fidji par dizaines, et les exposant partout. Petit à petit, l'intérêt va disparaître. Cela dit, il reste encore des tas de fausses sirènes exposées dans divers musées. Après tout, certaines sont un peu bluffantes, et ça reste un petit morceau d'histoire. Et finalement, est-ce que les humains ont vraiment besoin que nos habits se regorgent de monstres gigantesques et maléfiques pour se les imaginer? La plus petite des créatures, si elle vit dans des conditions aussi éloignées de nous, est forcément un peu étrange à nos yeux. L'océan lui-même, rien qu'à sa surface, peut se jouer de nos sens. En mer, vous pouvez apercevoir des mirages ou encore voir l'eau briller soudainement sous vos voiles. On appelle ça une mer lactée. C'est causé par la bioluminescence de milliards de bactéries dévorant des algues et se reproduisant à la surface. Moi, je trouve ça magnifique. Mais si j'étais en mer depuis 3 mois, isolé du monde et sans internet pour me donner des réponses, pas sûr de ce que j'aurais raconté une fois le pied à terre.